Bonjour à tous, nous sommes le 29 juin 2026, il est 10h17 au moment où j'enregistre cette vidéo et Bitcoin flirte avec les 60 000 dollars. On est en pleine période de consolidation, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Sommes-nous dans un lundi comme les autres? Eh bien peut-être pas, donc on va regarder ça dans cette vidéo. Il y a certaines choses, certains indicateurs qui commencent à clignoter, dont celui que je viens de retirer sur la partie technique, le Tether Ratio Channel. C'était un des indicateurs que j'avais particulièrement surveillé sur la potentielle reprise haussière, avec un potentiel signal de bottom qu'on aurait pu avoir sur justement la période du 5 juin, bon, on va dire plutôt 6 juin, jusqu'au 24 juin. Mais en fait, mercredi 24 juin, on a eu un signal plutôt baissier. Mercredi qui s'est confirmé sur la journée de jeudi. Et j'attendais la clôture avec impatience, hein, la clôture hebdomadaire. Et la clôture hebdomadaire est quand même pas très belle. Regardez ça. Hop, je vais essayer de vous cleaner un petit peu la charte parce que c'est quand même pas très facile à voir. Hop, vous voyez ici, on avait un niveau, celui des 63 300 dollars, que je surveillais avec une particulière attention. Vous voyez également cette EMA 250 période en weekly qui se trouvait au niveau des 62 417 dollars. Et finalement, sur la semaine précédente, la semaine passée, celle du 22 au 28 juin, eh bien, on a cassé ces deux niveaux. On a cassé le niveau des 63 000 dollars, on a cassé le MA 250 période en weekly. C'était un gros niveau, hein. Vous voyez qu'il nous avait retenu sur la semaine du 2 février, au niveau des 60 000 dollars. On était revenu dessus au contact, on n'avait pas clôturé en dessous. Et là, honnêtement, il y a pour moi un signal qui est important. Alors pourquoi j'attribue autant d'importance à la partie technique? Ça reste assez simple, j'en parle pas si souvent que ça, mais la partie technique, c'est le reflet de la caractéristique commune entre tous les investisseurs, quel que soit leur niveau d'information. Tout le monde a la même courbe de prix. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important parce que quand vous avez un terminal Bloomberg à plusieurs milliers de dollars par mois, eh bien, vous n'avez pas les mêmes informations en temps réel sur l'inflation, le chômage, les bénéfices des entreprises, tout ce qui va être fondamentaux. Et c'est pour ça que les fondamentaux, si vous les prenez grosse maille, c'est-à-dire la macroéconomie, les indicateurs long terme, etc., vous pouvez vous retrouver dans une certaine cohérence d'information avec les gros portefeuilles de ce monde. Mais dès que vous rentrez dans la microéconomie, chaque entreprise, les positions, les carnets de commandes, les positions des order books, eh bien, tout simplement, ces données-là ne sont pas accessibles facilement. Il va falloir payer et payer souvent très cher pour y avoir accès. C'est pour ça que dans la plupart des banques, dans la plupart des hedge funds, vous allez essayer de trouver de la performance en utilisant des leviers comme ceux-ci, c'est-à-dire une asymétrie d'information entre vous et le reste du marché. Moi, ce que j'observe grâce à l'analyse technique, c'est justement les positions qui sont prises par ce genre d'investisseurs. Et ça, c'est pour moi primordial. Donc, je voulais commencer là-dessus cette vidéo parce que quand vous avez un hedge fund qui, par le biais de ses informations privilégiées, va savoir qu'une mauvaise nouvelle va se produire, eh bien, tout simplement, il va décider d'alléger son portefeuille, de changer d'allocation d'actifs, etc. Et donc, nous, même si on n'a pas l'information initiale, on va avoir l'information sur le prix. Parce que si on a des personnes qui vendent, et ben ça se manifeste sur le prix par un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Pour une même quantité d'acheteurs, vous allez avoir un petit peu plus de vendeurs à cause de tous ces hedge funds qui commencent à alléger. Et donc si on a une tendance qui se met en place, on peut dire attention, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il se passe quelque chose. D'accord. C'est exactement comme dans la savane, quand vous avez des animaux qui courent et qui fuient un danger, les autres animaux vont les suivre, alors même que eux n'ont pas vu le danger initial. Ils n'ont pas vu le lion de l'autre côté, mais les antilopes vont suivre leurs congénères pour tout simplement éviter le danger. Et c'est exactement ça qu'on fait dans l'analyse technique, et c'est pour ça que je vois beaucoup de critiques sur l'analyse technique qui viennent nous expliquer que oui, on est dans une phase où l'analyse technique, c'est uniquement du dessin. Alors comment voulez-vous que avec des traits sur un graphique, on arrive à faire mieux que ce que les quants avec des armées d'ingénieurs, de financiers, etc. euh, font
en termes d'analyse de marché. Eh bien, justement, ce qu'on fait avec l'analyse technique, c'est on joue le rôle des antilopes qui suivent justement leurs congénères. Eh bien, moi, mes congénères, ce sont les baleines, et donc j'essaye, tant que faire se peut, de les suivre. Donc voilà un petit peu par quoi je voulais commencer cette vidéo. Aujourd'hui, sur l'aspect technique, on est au niveau des 60 000 $. On est sur un niveau clé, selon moi, parce qu'on est sur les niveaux qui ont été juste sous les niveaux qui ont été retestés à 2 reprises, les 6 février et le 6 juin 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement d'un point de vue technique? Alors, on va basculer sur l'espace membre et je vais vous montrer un petit peu ce que nous synthétise cet espace membre. Eh bien, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de négativité. Première chose, Ishimoku, que ce soit sur du daily ou sur du weekly, la configuration est la même. Regardez sur du weekly, on a un Kumo qui est orienté à la baisse, une Kijun plus haute que la Tenkan et un prix sous toutes ces courbes-là. Bon, bah ça reste quand même très négatif. On est dans une tendance baissière. Ça fait quand même un bon paquet de temps que ça dure. Sur du weekly, on peut dire qu'on a vraiment cassé toute cette tendance positive qui avait commencé à l'époque en 2023, aux alentours du deuxième trimestre 2023, mai-juin 2023. Et bien, depuis le gros range de novembre 2025 à janvier 2026, eh bien, cette tendance en weekly a été brisée. Elle a été brisée également au niveau du daily. On va regarder le daily sur Ishimoku et vous observez la même chose avec un prix sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le Kumo. Ça montre une pression baissière et ça montre que techniquement, on a plus de flux vendeurs que d'acheteurs. Sur une photo qui est relativement long terme, eh bien, on est capable de dire j'ai moins d'acheteurs que de vendeurs. Donc évidemment, la tendance globale, elle est à la baisse. Elle est à la réduction du prix pour essayer de trouver vainement un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Alors on arrive à les trouver par moment, ces équilibres entre acheteurs et vendeurs. Par exemple, entre justement la période de novembre 2025 à janvier 2026, on a réussi à trouver un équilibre qui a quand même été soutenu pendant un certain nombre de mois, mais qui n'a pas tenu. À chaque fois, ça va être suite à des indications techniques, suite à des indications fondamentales, mais petit à petit, on arrive systématiquement aux mêmes conclusions. Il faut aller chercher plus bas pour trouver un équilibre. Aujourd'hui, sur l'espace membre, vous le voyez, le RSI, la MACD, donc les indicateurs de momentum. Le momentum, c'est justement l'élan qui va nous montrer si on est plutôt dans une dynamique haussière ou plutôt dans une dynamique baissière. Et là, on est en convergence baissière. Ça signifie que le momentum est baissier et que le prix est baissier. On a une convergence. Les deux indicateurs, l'indicateur prix et l'indicateur de momentum, vont dans le même sens. On est dans une phase plutôt baissière. On avait le TRC, le Tether Ratio Channel, qui vient mesurer la market cap de Bitcoin par rapport à la market cap des stablecoins, qui avait atteint un point bas. On avait un crossover plutôt haussier. Dans une partie basse, on était venu avec la courbe jaune qui repasse au-dessus de la courbe blanche, qui montrait justement, et ça je peux vous montrer sur TradingView, ce petit TRC, hop, vous le voyez juste là, on avait eu un croisement bullish. Ce croisement bullish, les dernières fois qu'il était arrivé, c'était les 24-25 février 2026, c'était lors du point bas du range. On l'avait également eu le 1er décembre, c'était également un point bas du range qui nous avait porté pendant de nombreux mois, on a eu ce crossover précisément le 17 juin. C'est pas pour rien que je vous évoquais dans mes précédentes vidéos qu'on était sur une tendance qui était plutôt haussière, qui était plutôt saine, avec une phase de range. Je vous rappelle que de mon côté, moi j'avais shorté le marché depuis à peu près cette partie des 77 000 $ et j'ai clôturé le trade précisément sur les 62 000. C'est pas un hasard, c'est tout simplement qu'on avait une zone de liquidité majeure. On entre dans une nouvelle période de trading. La période de trading qui va arriver et qui va durer 2 mois, c'est cette période estivale, la période du mois de juillet et du mois d'août. Ces périodes, elles sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que, exactement comme pendant la période de Noël, exactement pendant les périodes de week-end, on a une volatilité qui est très faible liée au fait qu'on a tout simplement beaucoup moins de traders qui sont disponibles, qui sont à leur desk. Donc les desks de trading sont quasi vides et donc évidemment on se retrouve dans les mêmes configurations que pendant la période de Noël et pendant les dimanches, les samedis, moins de volume. Donc des positions beaucoup plus piégeuses. Ce qu'on va essayer de faire tout simplement, c'est d'aller piéger un camp, piéger l'autre
et ainsi de suite pour aller récupérer des poches de liquidité. Le Bitcoin se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité et c'est d'autant plus vrai pendant les périodes de bear market et c'est d'autant plus vrai pendant les périodes de faible volatilité, pendant les périodes de bear market. On le sait, pendant les périodes de bear market, on a des volumes qui sont bien moins importants que ce qu'on a justement pendant, je vais vous montrer, que pendant les bear market, pendant les bull market. Généralement, pendant les phases acheteuses, alors voilà, vous voyez, hein, là, évidemment, pendant les phases de capitulation, type justement faillite de FTX, faillite des pegs de l'UST de Terra Luna, c'est les moments sur lesquels on va avoir beaucoup de volume. Mais regardez les périodes sur lesquelles on a eu beaucoup de volume, c'était ici, pendant notre phase de bull run d'octobre 2024 à décembre 2024. On l'a également eu pendant les phases de volatilité extrême. Et donc, à chaque fois qu'on vient réduire la volatilité, et c'est d'autant plus vrai pendant les phases de bear market, où, on l'a vu, les Google Trends sont complètement éteints. On n'a absolument plus personne. Alors, on va essayer de regarder ça. Hop, je vais vous montrer sur la partie sentiment de marché. On va regarder sur le terme de recherche crypto. Vous voyez que c'est très faible. C'est très faible. On retrouve des niveaux qu'on avait eus pendant la période du mois de mai-juin 2025. Vous voyez, juste avant la période estivale de 2025. Également pendant la période estivale de 2024. Également pendant toute la période de bear market entre juillet 2022 et à peu près janvier, janvier 2024, et bien pendant toute cette période, on n'a plus entendu parler de Bitcoin. Et donc c'est pas pour rien, hein, ça montre que plus personne est là, donc on n'a plus de débutants, on n'a plus de volume. Les seules personnes qui restent sont les personnes qui font de la gestion active sur du long terme, et donc typiquement des personnes comme moi, mais également des personnes bien plus expérimentées et bien plus riches que sont les banques, les fonds d'investissement, les quants, etc. Donc là, ce qu'on observe, c'est exactement une période comme celle-ci. On rentre dans une phase estivale dans laquelle, justement, il va falloir être extrêmement prudent. On le voit côté liquidité. Regardez ça. Eh bien, on est venu récupérer la liquidité sous les creux des 61 900 $. Donc là, je suis sur 2 semaines de cotation sur Binance. Je regarde les liquidités qui sont prises sur Binance. Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une ligne jaune qui se dessine, eh bien, qu'est-ce que fait le prix ? Il vient taper ça, puis il part dans la direction opposée. Il vient taper justement la prise de liquidité, il continue un petit peu, et hop, il stabilise. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu récupérer la liquidité au niveau des 61 000 $, puis on est venu récupérer la liquidité en dessous au niveau des 59 000 $, et puis on commence à remonter, et qu'est-ce qu'on observe ? On observe une zone de liquidité importante au niveau des 61 000 $ sur le court terme. Bon, la probabilité de venir récupérer tout ça, de venir se plugger sur cette zone de liquidité avant potentiellement de stabiliser, de redescendre, elle est importante. Parce que justement, dans ces phases-là, dans des phases de faible volatilité, les market makers, les sociétés d'arbitrage, hein, c'est ça, un market maker, c'est un apporteur de liquidité. Donc c'est des plateformes, c'est des sociétés, tout simplement, c'est des entreprises qui sont soit payées par des exchanges, soit qui agissent pour elles-mêmes et qui vont avoir pour rôle de donner de la liquidité, donc de se mettre contrepartie et d'aller essayer de chercher des commissions de trading. Alors quand elles travaillent pour des exchanges, le but c'est justement de faire en sorte que on ait plus de liquidité, que les acheteurs et les vendeurs puissent vendre en temps réel sans se retrouver avec des cryptos qui sont illiquides, c'est-à-dire vous essayez de vendre mais vous ne trouvez aucune contrepartie acheteuse de l'autre côté, ou inversement vous essayez d'acheter mais vous ne trouvez aucune contrepartie vendeuse. Eh bien les apporteurs de liquidité, ils se mettent justement contrepartie de tout ça. Donc là, ce qu'on observe, c'est exactement ça. C'est des phases dans lesquelles on a une volatilité qui est réduite, mais qui est tout autant piégeuse. Si on le regarde côté justement Alfractal, on a une grosse poche de liquidité qui se trouve en dessous de nous. Je l'ai répété plusieurs fois, la liquidité, elle est extrêmement importante, mais il faut la regarder en tendance. Ça, c'est quelque chose que regarde assez peu de monde. Alors, vous avez tout le temps, les yeux sont rivés sur la liquidité, sur les liquidations, sur est-ce qu'on va liquider plus de shorters ou plus d'acheteurs ou plus de vendeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est exactement ce que j'ai mis ici sur mon espace membre, sur l'espace membre de Medusa, c'est une tendance baissière va avoir tendance à venir récupérer les liquidités en dessous du prix. Ça, c'est toujours la même chose. La même chose quand on a des liquidités à deux endroits distincts, et c'est tout le temps le cas, on a toujours des liquidités acheteuses et des liquidités vendeuses, elles ne sont pas au même endroit, on n'a pas les mêmes clusters.
Mais c'est évidemment important de regarder ces zones de liquidité avec un prisme qui soit différent de la masse, c'est-à-dire quand vous êtes dans une tendance baissière, vous devez regarder si on a des liquidations baissières, si on a des liquidations d'acheteurs qui ont du coup leur stop loss juste en dessous du prix à venir liquider. Aujourd'hui, vous devez voir les liquidités comme des aimants. Là, on a un aimant puissant qui attire le Bitcoin en dessous des prix actuels. Vous avez également un aimant qui est moins puissant, puisque ce que vous observez ici, c'est sur une photo à 2 semaines, alors que sur Alfractal, je suis sur une photo à 3 mois. Sur une photo à 2 semaines, vous avez un petit aimant qui est très proche du prix et qui le tire vers le haut. Donc vous avez deux aimants, un très gros, qui est présent juste ici sur Alfractal et qui se trouve au niveau des 57 000 $, et vous en avez un petit qui se trouve sur les 61 200. Alors je ne parle pas volontairement de ceux à 63 000 ou ceux à 66 000, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est justement que dans une tendance, quand vous êtes dans une tendance court terme haussière, vous allez avoir tendance plus facilement à aller récupérer les zones de liquidité qui sont au-dessus du prix. Quand vous êtes sur une tendance haussière long terme, vous allez avoir tendance à récupérer les zones de liquidité long terme, donc un peu plus éloignées au-dessus du prix. Eh bien, ça marche exactement dans le même sens, dans le sens inverse, pardon, ça fonctionne de la même manière dans le sens inverse. Aujourd'hui, on est dans une tendance, on va dire daily, moyen terme, sur une tendance baissière. On est dans une tendance long terme et moyen terme qui est baissière, et donc on va avoir tendance à aller chercher sur des échelles de temps un peu plus longues les zones de liquidité qui sont sous le prix. Évidemment, c'est un changement majeur par rapport à ce que je vous disais lors des vidéos précédentes. Mais pourquoi je vous disais ça lors des vidéos précédentes? Parce que mes indicateurs me donnaient une phase de consolidation. On était sur du moyen terme dans une tendance haussière. Et ça a été invalidé assez récemment. Je vais vous montrer ça juste là. On avait des creux qui étaient ascendants, et tant qu'on ne cassait pas cette zone des 61 000 $, eh bien, il n'y avait pour le moment aucune raison de parler de tendance baissière. Ce n'est pas au moindre creux que vous vous dites, bah non, on est dans une tendance baissière. Sinon, pendant toute cette phase-là, vous pouviez vous dire, bon bah là on est dans une tendance haussière, ici je fais un petit creux, je commence à descendre, bon bah ça y est, c'est fini. Non, ce qu'il faut c'est casser des creux majeurs, des creux décisifs, et le creux décisif actuellement, il était précisément où? Il était juste sur les niveaux des 61 000 $. On l'a cassé ce niveau, on l'a cassé en clôture, donc on l'a cassé en clôture sur la journée de jeudi, du jeudi 25 juillet, on a confirmé sur la journée du vendredi, et on a confirmé en clôture en hebdo. Et donc ça, évidemment, c'est à prendre en compte dans votre exposition. Vous ne pouvez pas faire en sorte de considérer que ce signal doit être mis sous le tapis. On a cassé et on est venu rester en stabilisation sur notre zone de support des 59 000 $. On est actuellement très proche, on oscille très proche autour de ces niveaux de prix-là, et c'est évidemment ce que vous devez observer. Et donc, il n'y a pas de problème à changer son exposition, c'est même sain, et c'est même une erreur que font la majorité des gens. Oui, je change d'exposition, oui, je change mon portefeuille, je le fais évoluer, c'est ce qu'on appelle la gestion active. Si vous êtes dans la gestion long terme, il n'y a aucun souci à cela. Dans ce cas-là, vous sortez du marché potentiellement aux alentours des 107 000 $ et vous éteignez votre PC, vous vous mettez des alertes très long terme, des oscillateurs long terme. Alors des oscillateurs long terme, il y en a pas mal, hein. On a par exemple le Spent Output Profit Ratio, hein, le SOPR. Vous allez regarder des signaux comme celui-ci, voilà, qui atterrissent une fois par cycle. Pour le moment, on ne l'a pas encore eu. C'est pas grave, vous sortez du marché, vous verrez ça plus tard. C'est une stratégie. C'est pas la mienne, parce que je pense que c'est très compliqué d'attendre un indicateur comme étant justement l'indicateur parfait pour commencer à réinvestir. C'est pour ça que dans l'espace membre, nous, on a créé la partie on-chain qui nous montre deux choses, la partie positionnement de cycle et la partie dynamique on-chain. Vous le voyez, hein, sur le positionnement de cycle, on a des indicateurs comme le long terme MVRV, le reserve risk, le bubble risk, qui sont extrêmement haussiers, mais qui nous montrent des phases de bottom de cycle. Alors, une phase de bottom de cycle, ça ne veut pas dire qu'on est précisément sur le prix du bottom de cycle. Je ne suis pas en train de vous dire que 60 000 $ actuellement, c'est la zone de bottom de cycle. On peut aller plus bas. Et c'est exactement la même chose
quand on était dans la zone de bottom de cycle en 2022. La zone de bottom de cycle, elle était où? Elle était ici. Voilà. Pour ceux qui m'écoutent en audio, on était précisément entre juin 2022 et janvier 2023. On a oscillé du plus haut aux alentours des 25 000 dollars au plus bas aux alentours des 15 000 dollars. Ça fait une amplitude relativement élevée. Entre le point haut et le point bas, vous avez 36% de volatilité. Mais qui peut nier actuellement que 25 000 dollars ou 22 000 dollars correspondaient à la zone de bottom de cycle? Personne, parce que rétrospectivement, on est capable de dire, oui, effectivement, cette zone-là était une zone de bottom. C'est exactement ce qu'il faut avoir en tête, parce que je ne peux pas débattre avec toutes les personnes en commentaire, mais quand j'observe justement que des personnes en commentaire m'expliquent que non, nous ne sommes pas sur les niveaux de prix bas parce que tel indicateur n'a pas sonné, ou alors qui me reproche de changer de point de vue trop souvent, eh bien c'est le principe même de cette chaîne YouTube. Je ne vous ferai pas une vidéo toutes les semaines ou tous les 10 jours, donc relativement, de manière relativement récente, et idem pour mon cercle d'investissement privé où je fais 3 vidéos par semaine. Je ne ferai pas autant de vidéos si j'avais pas une approche aussi active. Dans une approche passive, quand vous faites des ETF sur le S&P 500, vous ne regardez pas des vidéos sur le S&P 500 toute la journée. Ça n'a aucun sens. Si vous faites ça dans une approche passive, c'est précisément pour vous dédouaner de cette gestion. Si vous faites ça, c'est peut-être parce que vous êtes passionné, c'est peut-être parce que également vous savez qu'il est probable d'avoir un petit peu plus de performance en faisant une gestion active qu'en faisant une gestion passive. D'autant plus dans le secteur de la crypto, parce que quand dans le secteur de la crypto, vous encaissez entre novembre 2021 et décembre 2022 un moins 77% de votre portefeuille, les 1000 dollars de DCA que vous avez investis justement sur le top, eh bien si vous les aviez investis sur le bottom, ça correspond plutôt à 3000 dollars. Donc vous vous dites, bon bah finalement j'aurais peut-être préféré optimiser un petit peu mes entrées. C'est exactement ce que la majorité des gens reprochent, notamment à Michael Saylor de MicroStrategy. C'est d'acheter plutôt les tops, parce que c'est là où tout le monde parle de crypto, et donc là où il arrive à lever suffisamment de fonds. Et quand il est dans les phases de bottom, il n'achète plus rien. Et donc il a un prix d'entrée moyen qui se trouve actuellement au niveau des 76 000 dollars, me semble-t-il, 73 peut-être. Donc bien plus haut que sur les prix actuels. Vous savez, MicroStrategy est assis pour le moment sur une perte potentielle de 13 milliards de dollars à peu près. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est important de faire un DCA un petit peu plus optimisé. Vous le savez, sur mon site internet, vous avez la possibilité d'avoir accès à mon track record public. Vous le voyez, mon track record sur les 90 jours, c'est celui-ci. Bitcoin perd 10%, je perds 4% sur les 90 derniers jours. Vous avez surtout l'historique, là c'est avec un DCA, mais vous voyez, ça c'est justement une gestion active qui permet d'avoir une performance qui est meilleure que celle de mon benchmark. Mon benchmark, c'est le Bitcoin. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce que je vise, c'est de protéger le capital pendant les phases de baisse. Vous avez ce track record, il est mis à jour en temps réel tous les jours à partir de mon exposition, partagé en live justement ici, dans mon allocation de Medusa sur l'espace membre. Et bien ça, c'est justement ma plus-value, c'est d'optimiser un petit peu mes entrées. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de regarder ensemble sur la partie espace membre, notamment justement cette partie macro qui pour le moment se dégrade un petit peu. Elle se dégrade de deux aspects. Le premier aspect, c'est justement les anticipations de la Réserve fédérale américaine qui pour le moment se détendent un petit peu, mais on reste toujours dans un biais hawkish, hawk comme le faucon. Donc c'est une politique monétaire plutôt contraignante où on va potentiellement risquer des hausses de taux. On le voit ici sur le CME Group. Vous voyez, on a une probabilité importante d'avoir une hausse de taux dès la réunion du 16 septembre 2026. Et ça, malheureusement, justement, ça pèse sur le marché parce que des taux plus élevés, ça correspond tout simplement à des entreprises qui vont devoir payer plus cher pour emprunter, à des États qui vont devoir se refinancer pour plus cher, et donc malheureusement une croissance qui risque d'en être impactée. On a une inflation qui pour le moment stabilise au niveau des 1,91%. C'est pas énorme,
D'accord. Si on le regarde ici en aggregated, on voit quand même qu'on est sur un plateau. On est sur un plateau en rythme agrégé. Si on est en rythme annualisé, on observe également un plateau. Pour le moment, on stabilise autour des 1,9%. C'est ce qui fait que pour le moment, on arrive à peu près à stabiliser les anticipations de la Fed de manière pas trop élevée. Vous voyez qu'on a une seule hausse de taux, hein, ce qui est moins pire que ce que ça a été il y a quelques temps. Par contre, on a une liquidité qui, malheureusement pour le moment, est en train de se compresser. On a une compression actuelle et une compression qui s'accélère. Ça, malheureusement, ça pèse sur tous les actifs à risque, puisque c'est un catalyseur. La liquidité, ce n'est pas le seul indicateur qui montre si un marché, notamment les marchés à risque, sont plutôt haussiers ou plutôt baissiers. Mais évidemment, la liquidité qui augmente, c'est des acheteurs qui sont plus nombreux, et des acheteurs plus nombreux, c'est ce qui provoque un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs et qui, in fine, va se traduire par une augmentation du prix de l'actif. Et c'est ça qu'ont du mal à comprendre certaines personnes, c'est que la liquidité, c'est une cause qui a pour conséquence l'augmentation du nombre d'acheteurs sur un marché, et c'est surtout cette augmentation sur un marché de données qui va provoquer une hausse de l'actif en question. C'est parce que j'ai plus d'acheteurs dans une ville, c'est parce que j'ai plus d'acheteurs à Paris en immobilier que de vendeurs que les prix montent. Si demain j'ai une ville énorme dans laquelle je peux construire à l'infini des nouveaux appartements, eh bien la probabilité pour que justement on ait une hausse démesurée du prix de ces appartements sur le long terme, ça reste très très faible. Vous le comprenez facilement. Ça reste de l'économie de bon sens. Au niveau du sentiment de marché, on voit qu'on est dans une phase de peur. On a un Fear and Greed Index qui est aux alentours des 12, donc vraiment dans l'extrême peur. On a une phase qui pour le moment est plutôt positive parce que on a justement une accumulation qui est plutôt patiente. On est dans une phase sur laquelle le prix stabilise à la baisse et le Fear and Greed Index ne remonte pas. Donc ça, c'est plutôt sain. Par contre, et on l'a vu un petit peu sur les contrats dérivés, malheureusement sur les contrats dérivés, on est toujours porté par une chose qui est quand même assez négative, qui est que les baleines sont dans des phases de distribution marquées. En tout cas sur les contrats dérivés, on a des baleines qui se désexposent, et ça se voit sur Alfractal, sur le Whale versus Retail Delta. On l'observe juste là. Je vous montre ça. Vous voyez cet indicateur qui est à moins 0,51 et qui continue de baisser. On avait une belle remontée, toujours pareil. C'est justement ce qui avait porté ma réexposition sur les semaines précédentes. Et pour le moment, malheureusement, les baleines décident de réalléger. Et on le voit également sur la partie on-chain. C'est également corroboré par notamment BlackRock et les autres émetteurs d'ETF qui sont en train d'alléger. Vous le voyez ici, ça fait 3 journées consécutives, mercredi, jeudi, vendredi, qu'on a des sorties très importantes du portefeuille de BlackRock. On est, vous voyez, sur la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 30 jours, sur un croisement. Donc on montre justement que la tendance, elle est de nouveau en train de s'inverser avec une pression vendeuse qui est importante. Toujours la même chose, le même prisme, trouver plus d'acheteurs que de vendeurs ou plus de vendeurs que d'acheteurs. Actuellement, j'ai plus de vendeurs et j'ai plus de vendeurs dans une phase où, on l'observe, les prix stabilisent. Regardez ça, je vais vous montrer les journées de mercredi, c'était cette journée juste là, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, on était sur une stabilisation des prix d'ici sur la fin de semaine dernière, en tout cas sur la fin de semaine ouvrée ou ouvrable en tout cas de la semaine dernière et sur la clôture de la bourse US. Et bien pendant cette phase de stabilisation, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des sorties nettes très importantes sur les ETF. Voir des sorties nettes importantes pendant une phase baissière, c'est pas choquant parce que justement vous avez des traders ou des personnes qui se positionnent sur les ETF, notamment les ETF Bitcoin, qui vont avoir tendance à faire de la gestion active. Et donc pendant les phases de baisse, elles vont avoir le même comportement que d'autres et elles vont vendre. D'accord ? C'est les particuliers qui sont plutôt positionnés sur les ETF. Par contre, pendant les phases de stabilisation, la plupart du temps, c'est pas le moment dans lequel les particuliers prennent des décisions. Et là, ce qu'on a eu, c'est des sorties pour près d'1 milliard de dollars en l'espace de 2 jours sur la plupart des ETF Bitcoin. Eh bien, ça, c'est un signal qui est pour moi très important. On arrive sur support, on est sur une zone charnière, une zone pivot, et on a
pour autant beaucoup de personnes qui quittent le marché, notamment côté institution, puisque côté finance traditionnelle, on le sait, ils se positionnent majoritairement sur les ETF, hein, ça leur permet de ne pas gérer justement leur détention de Bitcoin et l'aspect sécurité de la détention de Bitcoin. Et bien vous voyez que c'est justement ça qu'on a en ce moment, qui me rappelle notamment ce qu'on avait eu sur les 76 000 $. Et bien évidemment, oui, je confirme, je change un petit peu mon fusil d'épaule, ça ne veut pas dire que j'ai vendu 100% de mon portefeuille, ça ne veut pas non plus dire que à l'époque, quand on était justement d'un point de vue technique, quand on était sur les 64 000 $, ça ne veut pas dire que j'étais investi à 100% non plus. C'est le principe même de ma gestion d'actifs, c'est d'avoir une exposition par palier. Et bien cette exposition par palier, justement, elle vient évoluer en fonction de ce que me montrent mes indicateurs. On le voit au niveau des bandes de Bollinger. On était sur des bandes de Bollinger qui étaient en pleine phase de resserrement. On le voit juste là. On était autour de la médiane des bandes de Bollinger. Donc pour le moment, très difficile de savoir quelle direction allait être prise. Et bien là, on semble, en tout cas, sur la fin de semaine dernière, avoir confirmé que malheureusement, on était plutôt dans une phase baissière. Alors je m'attends tout de même à une prise des liquidités qui se trouvent juste ici sur le court terme, entre les 61 et les 62 000 $. C'est pour moi quelque chose qui est relativement cohérent. Voilà, aller chercher ici, jusqu'à pousser potentiellement sur justement la médiane des bandes de Bollinger aux alentours des 62 500 $. Pourquoi pas stabiliser et potentiellement reprendre cette tendance baissière et aller récupérer toute cette liquidité qui se retrouve entre les 57 et potentiellement les 54 000 $. Je vous l'ai dit, hein, aller chercher le scénario des 55 000 $, pour moi, c'était assez peu probable dans l'immédiat parce que je voyais encore beaucoup trop de personnes qui étaient négatifs sur les contrats dérivés. Je vous en avais parlé ici sur les contrats dérivés, hop, sur l'espace membre, on le voit très bien. On avait ici des fundings qui étaient négatifs pendant assez longtemps. On a pendant toute cette phase de stabilisation entre le 5 juin et on va dire le 25 juin, on avait pendant une vingtaine de jours des fundings qui étaient très négatifs, donc des traders qui avaient plutôt tendance à se positionner à la vente. Et bien c'est quelque chose qui a changé. À peu près, bon, en réalité la période du 20 juin au 25 juin, elle a été plutôt neutre. On a été chercher dans le positif puis dans le négatif, mais à peu près depuis le 26 juin, depuis vendredi dernier, on est dans le positif. On a beaucoup de traders qui commencent à se repositionner. Et ça intervient dans une phase où l'open interest stabilise. On a des sorties de position de traders qui sont vendeurs et des entrées de position de traders qui sont acheteurs. Et ça, évidemment, ça se manifeste par une augmentation du nombre de positions acheteuses. Et malheureusement, l'augmentation des positions acheteuses, c'est une augmentation de la liquidité qui se trouve sous les creux actuels. Et les creux actuels, ils sont au niveau des 59 000 $. Et donc, ce que j'attendais pour justement me rebasculer dans un biais plutôt baissier, c'était justement ça. C'était justement cette bascule d'indicateur. Et bien, cette bascule, elle a eu lieu là, sur la fin de semaine dernière. J'attendais des confirmations que j'ai eues partiellement. Alors ça ne veut pas donc dire que je vais me sortir du marché à 100%, en tout cas pas dans l'immédiat, mais vous voyez que c'était justement quelque chose qui, selon moi, le jeu en valait la chandelle. Se repositionner sur des altcoins ici pour les revendre ici, ça fait une baisse potentielle de l'ordre de quelques pourcents, surtout quand vous choisissez bien vos altcoins. Hein. Je ne sais pas moi, si je vous parle de TRX, par exemple, TRX, si vous observez ici 63 000 $, on est sur 63 000 $ l'entrée que j'ai fait. Voilà, moi je me suis repositionné aux alentours du 6, 7, 8 juin. On va regarder ça ensemble sur TRX. Par exemple, hop, TRX USDT. Hop, on va regarder ça. Sur la période du 24-25 juin, vous voyez, on était aux alentours des 32 centimes. On est quasiment sur les prix, sur mes prix d'entrée. Bon, je re-rentre ici. Si je ressors ici, ça ne fait quasiment aucune perte sur le portefeuille, mais ça me permet de potentiellement jouer un potentiel rebond. Vous voyez ici, on était potentiellement sur une zone de potentiel rebond. Bon, j'ai quand même des doutes sur la continuité de ce rebond, notamment du fait, par exemple, que sur TRX, si on regarde les profits réalisés, hein, je vous montre ça fait partie des choses justement que je regarde systématiquement justement sur Medusa, hein, qui est partagé justement à mes clients. C'est justement cette phase-là, vous voyez qu'on a eu des prises de profit importantes
sur TRX, plus de 360 millions de dollars de prise de profit. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des prises de profit de cet acabit. C'est justement ce qui d'habitude porte préjudice justement au prix de TRX. Vous voyez, décembre 2024, beaucoup de prises de profit, on a eu un point bas. Beaucoup de prises de profit en juin 2025. Finalement, on a fait un petit top et on a stabilisé. Bon, vous voyez, c'est plutôt des phases qui sont sur lesquelles il faut prendre des précautions parce que qui dit prise de profit dit justement pression vendeuse qui s'accentue. Et donc, malheureusement, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte actuellement. Voilà. Donc, je voulais également vous partager côté macroéconomie. La semaine qui va arriver est une semaine très importante d'un point de vue calendrier économique. Vous le voyez, on aura le rapport Jolts demain, le mardi 30 juin à 16h sur les nouvelles offres d'emploi. On le voit en l'occurrence ici, on a une prévision de 7,28 millions de nouvelles offres d'emploi en baisse par rapport aux chiffres précédents. C'est justement des choses qui vont être scrutées par le marché. Il y a beaucoup de choses qui vont être scrutées par le marché. Le rapport Jolts, les PMI de l'ISM notamment, mercredi 1er juillet à 16h. Les créations d'emplois dans le secteur non agricole jeudi. Donc entre mardi, mercredi et jeudi, on va avoir beaucoup d'événements très impactants. Vous le voyez, si je vous montre par exemple les PMI, vous avez l'explication ici sur l'espace membre. Indice des directeurs d'achat de l'industrie, au-dessus de 50, expansion de l'activité manufacturière, en dessous, contraction. L'impact sur le marché, en tout cas sur le marché des cryptos, c'est une activité solide, c'est plutôt favorable au risque, et un ralentissement plutôt défavorable, sauf s'il se renforce de l'espoir d'une baisse de taux. Justement, c'est ce qu'on va essayer d'observer, c'est est-ce qu'on a un espoir de baisse de taux? Est-ce qu'on est sur une économie qui est forte? Est-ce qu'on est sur une économie qui ralentit? Tout ça, c'est des choses qui vont être arbitrées par le marché et qu'il va falloir évidemment suivre dans cette semaine qui risque d'apporter un petit peu de volatilité, d'autant plus qu'on a une contraction de cette volatilité. On va retourner sur notre fameux Bitcoin, mais on a une contraction de cette volatilité. Si je vous montre en échelle de temps 3 jours, on est toujours sur la borne basse des bandes de Bollinger. Et donc la probabilité, après cette contraction, c'est toujours sur une échelle de temps moyen terme, sur les 3 jours, c'est toujours sur une échelle de temps moyen terme, celle d'aller récupérer un peu de liquidité en dessous. Alors est-ce que je m'attends à une cascade de liquidation? Pas forcément, notamment lié au fait que, je vous l'ai dit, mais côté contrat dérivé, on a déjà bien purgé l'open interest long terme. On est actuellement, me semble-t-il, autour des 2,5 milliards d'open interest. C'est pas forcément exceptionnel, et sur la photo long terme, on est plutôt sur 37 milliards. Donc on est sur le 35e percentile sur les 365 derniers jours. Donc on est sur une phase où l'open interest a quand même bien dégonflé. Donc pour le moment, il n'y a pas forcément de raison de trop s'inquiéter, en tout cas dans l'immédiat. Voilà, on est sur une phase de stabilisation. Le marché va nous donner une direction et il faudra être relativement réactif. Mais le scénario baissier ne peut plus être ignoré. On a eu des confirmations, donc il faut que vous preniez ça en compte dans votre portefeuille, parce que jouer uniquement le scénario du rebond ou jouer uniquement le scénario de la baisse, pour moi, c'est un petit peu trop risqué. Il faut pondérer le risque et justement se préparer à plusieurs scénarios. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des choses. Pour le moment, on est toujours, selon moi et selon du coup l'espace membre, dans une phase de peur cohérente à cette phase de bear market qu'on est en train de traverser. On est plutôt neutre, vous voyez, le sentiment est plutôt, on a plutôt des indicateurs positifs côté sentiment de marché parce qu'on est dans une phase d'extrême peur depuis relativement longtemps. Maintenant, on est quand même dans une zone de neutralité. La macro est plutôt dégradée, la technique également. Côté dérivé, on est plutôt stable. Côté on-chain également. Donc maintenant, il va falloir justement la petite impulsion qui va déclencher la potentielle continuation dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous y répondrai. J'essaierai en tout cas de vous y répondre dans les commentaires. Et si vous souhaitez rejoindre justement notre cercle d'investissement, avoir accès à cet espace membre en temps réel, 24 heures sur 24, avoir accès justement à mes 3 vidéos par semaine, mon exposition en temps réel, la stratégie court terme, également côté screener d'altcoin, trading d'altcoin et comparateur de crypto pour justement pouvoir jauger si une crypto est plus performante qu'une autre. N'hésitez surtout pas. Tous les liens sont en description pour le faire. Si vous avez des questions, il y a un chatbot sur mon site internet, mais il y a également la possibilité de me contacter par mail ou par Telegram. L'espace membre
actuel est accessible si vous rejoignez ce cercle d'investissement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir accès d'utiliser Telegram. Vous pouvez tout simplement recevoir par mail l'intégralité de mes alertes. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.